Et avec nous Éric Ciotti. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci d'être là. Et aussi Natacha Polony. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous signez Éric Ciotti. Je ne regrette rien. L'heure est venue de dire pourquoi c'est aux éditions Fayard. On va évoquer votre livre, mais évidemment d'abord cet événement si tragique. On peut résumer ce qu'a dit le procureur de la République tout à l'heure. Le profil du tueur présumé, 14 ans, pas de regret ni de compassion. Il voulait tuer, dit-il, une surveillante, n'importe laquelle, après avoir été sermonné. Semble-t-il, c'est ce qu'il dit lors des auditions, par une des surveillantes, donc, alors qu'il avait embrassé sa petite amie. Élève qualifié de sociable, famille unie, fascination pour la mort et la violence. Première réaction, Éric Ciotti, sur ce que ce fait a révélé selon vous. Il révèle la montée d'une société de plus en plus violente. Nous sommes confrontés depuis des années et depuis quelques mois, de façon encore plus accélérée, à la pénétration de la violence, y compris dans des lieux qui, jusqu'à présent, étaient épargnés de ces faits qui sont de plus en plus graves et qui, hier, ont pris une connotation dramatique. Donc, nous sommes dans une société où, chaque jour, on constate en moyenne 1000 faits de coups et violences volontaires. Ça a doublé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce nombre a augmenté de 80%. Nous sommes dans une société où les homicides et tentatives d'homicide, qui constituent l'indicateur sans doute le plus pertinent de l'évolution, de la gravité de la violence, eux ont augmenté depuis 10 ans, on va dire, depuis 2012. Là aussi, ont quasiment doublé. Nous sommes un des pays d'Europe où les homicides et tentatives d'homicide sont les plus nombreux. Donc ça nous alerte naturellement et ça appelle un sursaut sécuritaire. Je le dis parce qu'on n'est pas à la hauteur. Les outils pour lutter contre cette violence n'ont pas suivi le même rythme que la dégradation du climat de sécurité. Je pose des questions politiques et à l'éditorialiste, à la lumière des dernières révélations. Comment comprendre les mesures prendre? L'emploi d'un couteau de cuisine de 34 cm. C'est exactement le scénario dont on parlait hier. On peut aller chercher dans n'importe quelle cuisine un couteau. Non, mais c'est pour ça que répondre en disant on va interdire les couteaux est une absurdité. Il faut bien comprendre que face à un fait comme celui-ci, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de réponse magique. C'est une conjonction de phénomènes très complexes de long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et qu'on ne peut rien faire. Mais ça veut dire qu'il va falloir réinstituer la République dans tous ses éléments, c'est-à-dire réinstituer l'éducation, la famille, la prévention, la santé mentale, la sécurité. Et ce sont tous ces éléments qui vont devoir être reconstruits les uns après les autres. Je prends un exemple. Ce garçon, on nous dit, il n'a pas de problème particulier, de profil psychopathique, certainement. Enfin, déjà, un garçon qui, à 14 ans, considère qu'il va aller... C'est pas normal, bien sûr. Je pense quand même que ce n'est pas parce qu'il n'est pas en décompensation de psychose qu'il n'y a pas un énorme problème. Derrière, on voit le profil fascination pour la mort, classique à l'adolescence. Pour autant, nous sommes dans une société où vous avez en permanence, à travers les réseaux sociaux, à travers les jeux vidéo, des images de ce genre-là. Donc c'est une partie de la réponse. Une autre sera dans le rôle que vont avoir les professeurs dès le plus jeune âge, etc. C'est tout ça qu'il va falloir très lentement, mais tous ensemble reconstruire. Qu'est-ce qui peut changer réellement? Il faut rappeler l'ampleur de ces saisies de couteaux. 6000 fouilles à l'entrée des établissements en seulement quelques mois. 186 couteaux saisis, 32 gardes à vue, on parle ici dans des écoles, c'est quand même extrêmement grave, 567 conseils de discipline pour détention de couteaux. Pour le politique, quelle peut être une mesure réelle face à ça? Je crois qu'il faut éviter de rechercher la mesure qui est souvent une mesure gadget. Si elle existait, on l'aurait déjà trouvée. Je suis assez d'accord avec le diagnostic de la réponse globale de Natacha Polony. Quand j'évoquais un sursaut sécuritaire, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à toutes les problématiques. Il n'y a pas un sujet. Naturellement, l'interdiction des couteaux, c'est totalement gadget. Pourquoi pas? Les portiques de sécurité, je l'ai fait dans le département des Alpes-Maritimes après les attentats de Nice. On a renforcé les dispositifs de sécurité
autour des collèges, le département avait investi, je le présidais à l'époque, c'est naturellement utile, mais ce sont des éléments marginaux. La réponse, naturellement, elle passe par beaucoup plus de moyens consacrés au bout de cette chaîne aussi, à la sanction, à des places, un établissement pour les mineurs qui sont délinquants, il y en a de plus en plus, la responsabilité parentale, l'éducation, la sanction, la justice. Moi, j'ai été l'auteur, hein, on était encore au pouvoir, donc c'est assez éloigné, c'était en 2011. J'avais fait voter 2 lois, une sur la responsabilité des parents en matière éducative, qui permettrait de mettre un dispositif d'accompagnement et de soutien jusqu'à la suspension des allocations familiales. C'est une loi qui avait été votée en 2010, qui avait permis de faire retourner 120 000 enfants vers l'école. Monsieur Hollande, dès qu'il est arrivé, l'a abrogé. Puis une deuxième loi qui instaurait un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants dans des EPID, des établissements gérés par la Défense nationale. Là aussi, la loi existe toujours. D'ailleurs, M. Darmanin en a parlé il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, disant qu'il allait la réinstaller. Depuis, rien n'a été fait. Je prends ces 2 exemples parce qu'ils traduisent une expérience personnelle, mais ce sont des éléments dans une chaîne globale. Moi, je dis, depuis 50 ans, Darius Rochebin, l'État a divisé par 2 son effort de protection de la nation, pour la défense nationale, pour la sécurité, pour la justice. Finalement, ce pourquoi l'État est fait. Il a divisé par 2 dans la part, dans la richesse nationale. En contrepartie, l'État social a été multiplié par 3. Et donc aujourd'hui, alors que l'insécurité, la violence a progressé, on s'est quelque part désarmé. Donc il faut réarmer. On entendra dans quelques instants Alain Bauer sur ce plateau et on entrera un peu dans le détail. Si on divisait les mesures de soutien social aux étrangers, si on ne les appliquait qu'au bout de 5 ans, ce que je propose, eh bien on pourrait augmenter de 50% les effectifs de policiers et de gendarmes. Moi, je suis à Nice. Pardon, Éric Ciotti, attendez, vous avez dit les étrangers, vous avez dit oui. Emmanuel Macron, vous avez dit François Hollande, mais on comprend bien que c'est pas Tartampion ou Tartemolle qui est en cause là, c'est beaucoup plus profond. Quand même, il y a des visions politiques, heureusement, qui sont différentes. La gauche a toujours nié ces problèmes. Où il y a des, Emmanuel Macron il y a aussi. Des fouilles à l'entrée des collèges, déjà ça n'est pas normal, c'est déjà pas normal. Tout est anormal, c'est pas simplement la faute d'un truc ou un machin, on voit bien que c'est plus profond que ça. Ces fouilles, elles peuvent être nécessaires, elles peuvent être utiles. À votre époque, il y avait des fouilles devant les collèges? Non, il n'y en avait pas, mais... Voilà, c'était une société normale. La société s'est dégradée. Recherchons pourquoi on en est arrivé là. On pourrait remonter aux sources de 68, à la Vous perte... croyez que ça remonte là? Bien sûr, à la perte de repères, à la perte d'autorité, à la perte de valeur, à la déresponsabilisation des familles. Il y a toute une chaîne de responsabilités qui peut être convoquée, à la démission de l'État. Depuis 1981, il est extrêmement difficile de parler d'autorité, même pour la droite. J'y reviens longuement dans mon livre, parce qu'on a vécu sous cette domination de la gauche qui a nié ces questions. Un mot là-dessus, Mme Jaboloni. Quand Éric Ciotti dit 81 maintenant, on a mentionné 68, on a beaucoup entendu 68, maintenant on dit 81. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de fond qui croise un mouvement plus récent, plus rapide. Le mouvement de fond, c'est en effet l'idée de la destruction de toutes les institutions et donc cette fameuse idée de l'individualisme, il est interdit d'interdire, dont nous voyons les suites aujourd'hui dans l'éducation. Et ça croise le développement des technologies, le développement des réseaux sociaux, le développement d'une société qui, à travers les écrans, apporte dans les familles, chez les enfants, sans que les parents ne contrôlent, des images qui n'ont rien à faire dans les mains des enfants. Le problème là-dedans, c'est que Éric Ciotti citait par exemple les EPID, c'est vrai, c'est un dispositif qui fonctionne. Alors, c'est minuscule, c'est marginal. De même, il y avait eu à l'époque les centres éducatifs fermés, mais on se souvient que la réalisation, il fallait 8 adultes pour un enfant. Écoute, 800 € par jour. Donc il faut reconcevoir entièrement ça en sortant des normes qui font qu'on est obligé de mettre en effet 8 adultes par mineur. Il faut à chaque âge une réponse. C'est ça en fait l'idée, et c'est aider tous ceux qui incarnent l'autorité, en particulier les enseignants, qui sont la première rencontre
avec l'autorité et donc la frustration. Et restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va parler de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une restauration possible de l'autorité? Sous quelle forme? Par quelle mesure? Ça nous ramènera d'ailleurs à votre livre. Évidemment, vous êtes un homme de droite très assumé. Vous demandez toujours cette union des droites qui, jusqu'à présent, n'a pas du tout fonctionné. Et vous nous direz de quelle manière ça pourrait évoluer, avec des sondages tout à fait intéressants qui apparaissent sur le poids montant, notamment, de Bruno Retailleau. A tout de suite. Avec nous, nous sommes toujours avec Éric Ciotti, son livre « Je ne regrette rien » chez Fayard, avec Natacha Polony aussi, et les premières informations données par le procureur de la République sur le profil du collégien meurtrier de la surveillante de Nogent. Il voulait tuer, il n'éprouve ni regret ni compassion. 14 ans, il voulait tuer une surveillante, n'importe laquelle, après avoir été sermonné par l'une d'entre elles. Élève sociable, famille unie, fascination pour la mort et la violence. Il a fait usage d'un couteau de cuisine de 34 cm. On parlait tout à l'heure des mesures judiciaires. Allons plus au fond. Quelle restauration de l'autorité est possible, Éric Ciotti? Quand on voit, vous êtes un homme de droite comme lui, un Vance, l'Américain, venir en Europe et dire on va restaurer une Europe chrétienne, conservatrice. Est-ce que c'est ce discours que vous tenez? Ce qu'il faut, c'est des repères. La civilisation chrétienne, qu'on soit croyant ou pas croyant, a apporté dans son histoire des repères. Le sens de l'interdit. Ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, l'interdit n'a plus lieu pour beaucoup de jeunes. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères familiaux, souvent. Il n'y a plus de repères éducatifs. Donc je crois qu'il faut réinstaller le sens de l'interdit. Il faut, qui dit interdit, dit sanction si on franchit la ligne rouge de l'interdiction. Ces sanctions, aujourd'hui, elles sont virtuelles, elles sont fictives, elles n'existent plus. Il faut réitérer des dizaines d'actes de délinquance avant qu'il y ait une sanction qui soit réellement dissuasive, du fait notamment de déficit de capacité en centre éducatif fermé. On parlait tout à l'heure de cet encadrement dans les EHPAD où les jeunes portaient un uniforme, où ils saluaient le drapeau, où on les faisait lever à 6 h du matin, encadrés par d'anciens militaires. Est-ce qu'on peut généraliser ça? Et je vous pose aussi la question, Natacha Polony, qu'on soit d'accord ou non avec vous, quand on évoque ces idées-là, et d'ailleurs des gens de gauche ont aussi évoqué une Ségolène Royal, une centre-gauche comme Gabriel Attal, le salut au drapeau, les uniformes, rétablir l'estrade, tout ça en fait ne se fait pas. La société a tellement changé qu'on sent une résistance à ça. Oui, si c'est du gadget, ça ne marche pas. Moi, je viens d'un courant idéologique, le chevènementisme, où on considère que la République, elle doit faire respecter la règle parce que l'État doit protéger, c'est la base. Alors, le problème, c'est qu'on a eu pendant des décennies, par exemple, une droite qui considérait qu'il fallait des valeurs chrétiennes, mais qu'à côté de ça, la dérégulation économique et donc le libre jeu des pulsions dans le consumérisme, ça enrichissait, c'était formidable. C'est-à-dire que c'était une contradiction totale. On dérégulait tout, mais derrière, on s'étonnait des conséquences. Et d'ailleurs, finalement, le Trumpisme est l'aboutissement de cela. Vous voyez l'hybridation entre ce système californien pseudo-progressiste, mais qui en fait est fondé sur la dérégulation totale, l'optimisation fiscale, etc., et qui aboutit à Donald Trump qui nous explique qu'on va utiliser ça pour contrôler. C'est-à-dire qu'on est dans des hybridations idéologiques. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus au cœur... Pardon, Éric Ciotti, on n'a plus tout simplement la conscience d'un modèle, non pas chrétien, mais d'un modèle républicain. C'est-à-dire l'idée de l'émancipation des individus au sein d'une collectivité, d'une communauté politique. Et ça nécessite, pardon, mais la morale laïque, elle n'a pas besoin de Dieu pour transmettre les interdits, réponse d'Éric Ciotti, pour construire la possibilité de vivre ensemble. Je répondais, et comme je le fais toujours, et avec beaucoup de plaisir, parce que ce sont toujours des interviews très courtoises, contrairement à une certaine chaîne que vous êtes en train de devancer, ce dont je me réjouis. Je veux pas d'attaque entre chaînes. Non, mais je veux le dire parce qu'il y a des plateaux qui sont beaucoup plus violents. On peut dire les choses. Attendez, on va poser des questions dures tout à l'heure, vous allez voir. Si, mais ce que je veux dire, je répondais à votre question sur la civilisation chrétienne par rapport à Vance. Moi, je suis d'accord avec vous. Toute la République, rien que la République, mais on est légataire, on est dépositaire d'une forme de civilisation qui a produit des normes, qui a produit des repères. Et moi, je m'en réjouis. Et ces repères, ils ont été effacés. Je ne vous suivrai pas sur la question de la dérégulation économique. Je crois que c'est pas
c'est pas vraiment le sujet. Bien sûr qu'il faut des règles. La loi de la jungle n'a aucun sens, y compris au plan économique. Mais la liberté économique, celle qui crée de la croissance, parce que si on est dans cette situation aussi, c'est que l'État régalien s'est tellement affaibli au profit d'un État social. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a aujourd'hui un excès de liberté. On est au plan économique dans une société qui est devenue socialiste, collectiviste. C'est Giscard qui disait, au-delà de 40% de dépenses publiques, on est dans un État soviétique. Nous sommes à 58. Donc là, je ne vous suivrai pas, je vous suis sur tout le reste. Éric Ciotti, l'image que vous avez de la droite, vous en parlez dans votre livre, alors vous parlez par exemple de votre oncle Alfred. C'est l'oncle gaulliste, résistant. Il m'a un peu conduit à faire de la politique. RPR, on voit bien à quel point dans votre milieu, il y a la nostalgie de ce parti qui était le RPR, cette droite un peu hussarde, souvent politiquement incorrecte, qui rassemblait assez large, droite populaire. Absolument. Visiblement, pour l'instant, ça ne marche pas. Vous avez tenté de le faire avec le RN, ça ne marche pas. Ça va marcher, Darius Rochebin. Mais aujourd'hui, moi je viens du RPR, je viens de l'UMP, j'ai présidé les Républicains. J'ai présidé les Républicains à un moment où ils sortaient d'une défaite terrifiante, humiliante. 4,7% à la primaire, à l'élection présidentielle, par Madame Pécresse, qui m'avait battu au second tour de la primaire, déjà dans une forme de front républicain. Pourquoi cette famille est devenue si étriquée alors qu'elle était puissante? Parce qu'elle a perdu ses racines populaires. Elle a oublié de parler au peuple. Elle a déçu aussi. Je l'ai dit, notamment l'immense espérance soulevée par Nicolas Sarkozy n'a pas été à la hauteur des réalisations qui ont été faites. Et donc progressivement, c'est le RN qui a capté cet électorat. Il y a des vases communicants qui sont similaires. En 2007, Nicolas Sarkozy obtenait 32% au premier tour de la présidentielle. Jean-Marie Le Pen, 9%. À l'élection européenne, Jordan Bardella fait 32% et François-Xavier Bellamy, 7%. Alors, Éric Ciotti, regardez le sondage, puisque vous parlez des chiffres. Regardez, et ce ne sont ni des fascistes, ni des nazis, comme on nous a accusés l'année dernière par ceux qui sont aujourd'hui les coupables de la dégradation de ces systèmes français. On voit bien, s'il y a des vases communicants, celui qui est en train de rattraper, de remplir son vase, c'est Bruno Retailleau. En réalité, il se passe quelque chose à droite qui est plutôt Bruno Retailleau. Oui, mais parce que tout ça, cette histoire de la droite, elle vient d'un non-dit énorme. C'est le fait que la droite, main dans la main avec la gauche de gouvernement, signe par exemple la dérégulation des services publics au nom de l'Union européenne, la destruction de tous les monopoles d'État, et donc à adhérer à un système qui aboutit à des multinationales déterritorialisées et au fait que les plus pauvres qu'on a vus sur les ronds-points se sont retrouvés dépossédés. C'est ça le problème. Alors évidemment, ces pauvres essayent d'exprimer l'idée qu'ils sont des citoyens à part entière. C'est ça qu'on entendait chez les Gilets jaunes. Nous sommes des citoyens, nous sommes souverains et nous avons été dépossédés par ce système. Donc ils cognent sur ce système et la meilleure manière qu'ils ont trouvé de cogner sur le système, c'est de voter Rassemblement national. Mais c'est du fait de cette ambiguïté de la droite et de la gauche de gouvernement. Comment expliquer qu'aux États-Unis, ça prend, c'est-à-dire qu'on soit d'accord ou non avec ce courant-là, Trump incarne. Écoutez sa déclaration du jour, ça nous ramène à l'actualité. En France aussi, ça prend. Attendez, vous allez réagir à ce que dit Trump. Il fait allusion évidemment à ce qu'il est en train de faire en Californie. Il envoie la troupe. Il veut envoyer la troupe, en tout cas les Marines, etc. Et il a des mots très infamants sur l'Europe en disant c'est un navire poubelle et je ne veux pas que les États-Unis ressemblent à ça. En quelques dizaines d'années, Los Angeles est passé d'une des villes les plus propres, les plus sûres et l'une des plus belles du monde pour devenir un navire poubelle, avec un voisinage totalement hors de contrôle, avec des gangs, avec de la violence. C'est horrible. Ça arrive si vite. Le monde entier peut voir que l'immigration sans contrôle mène au chaos et au désordre. Et vous savez quoi ? Ça arrive en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis haut et fort. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. On va libérer Los Angeles. On va la rendre libre, propre et sûre à nouveau. Et ça va arriver vite. Éric Ciotti, la question un peu bateau, c'est est-ce que c'est un modèle ? Évidemment, la France n'est pas les États-Unis, mais est-ce que ça va arriver en France ? C'est-à-dire ce discours aussi désinhibé ? Mais
je ne sais pas si on a un discours désinhibé, mais la révolte des électeurs qui ne supportent plus la faillite de ceux qui dirigent un système depuis des décennies et qui ont échoué notamment depuis un an. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas réussi. On n'a pas gagné les élections législatives, mais avec un résultat qui a jamais été aussi fort. Aucune coalition n'avait obtenu un résultat aussi fort que l'alliance RN-UDR, LR à l'époque, que j'incarnais. On a obtenu près de 35% des voix. Mais pourquoi autour du pot, mais ça n'a pas marché. Madame Meloni, en Italie, Madame Meloni a réussi l'union des droites, vous avez raté. C'est pas le même scrutin législatif. Pourquoi on a échoué? Parce qu'il y a eu une alliance qui a gagné, qui va de LFI, de M. Mélenchon, à LR. Il y a eu 246 désistements au second tour. Il y a eu une coalition des contraires qui n'a pas dit son nom, mais la réalité, elle est là. Mais qui a marché. Et ça a marché. Ont réussi. Ça veut dire c'est un chaos. Ils ont fait barrage. Ça a amené au chaos. Oui, ils ont fait les castors. Et qu'est-ce qu'il y a depuis un an? Il y a plus de chômage, il y a plus d'immigration, plus de violence, on en a hélas parlé, plus de dépenses publiques, plus de déficit et plus de dettes. Vous parlez d'une réussite pour la France? Je crois que la vraie réussite, elle sera, et c'est ce que préparent les Français, dans une alternance à droite. Moi, je considère aujourd'hui que la droite républicaine ne peut pas gagner sans une alliance avec le premier parti de France, qui est le Rassemblement national, qui a su susciter la confiance de plus de 30-35% des électeurs. Cette alliance, aujourd'hui, elle est faite de patriotes. C'est ce que je porte. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais sans cette alliance, on ne gagnera pas. Sans cette alliance, on continuera avec la gauche ou avec la fausse gauche, le macronisme, les centristes. Et c'est ce que je regrette, que certains de mes amis aient préféré faire ce choix. Autrement, on gouvernerait à droite l'autorité, l'identité, la liberté économique depuis un an. Éric Ciotti, merci beaucoup. Je recommande votre livre « Je ne regrette rien » aux éditions Fayard. Et on vous retrouvera dans quelques instants. Évidemment, Natacha Polony, merci beaucoup.